Te rappelles-tu la première fois que tu as découvert l'arc Saiyajin? Ce que tu ressentais à la révélation des origines puis à la mort de Goku contre Raditz? Comment te sentais-tu ensuite en voyant ses amis mourir les uns après les autres malgré leur dur entraînement? Tu devais sûrement ressentir comme une frustration, une impuissance, avec une forte envie de voir notre héros arriver à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Le pire, c'est que ce sentiment de crainte n'était rien comparé à la véritable menace qui nous attendait ce jour-là. Les Saibamen et Nappa s'occupaient du ménage, tandis qu'un homme, bien plus malin et puissant que n'importe qui à ce moment du manga, n'avait toujours pas levé le petit doigt. Un homme à l'ambition démesurée et assoiffé de puissance. Un homme qui n'attendait qu'une seule chose, le retour de Goku pour une rencontre et un combat qui marquera à jamais l'histoire du shonen et la japanimation. Un personnage incarnant la fierté personnifiée dont personne n'imaginait à l'époque quelle serait son évolution et son rôle par la suite. Bienvenue dans l'histoire et l'analyse complète du tant redouté et tant apprécié prince des Saiyajin, Vegeta. 貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。 Dès les premières secondes de ce duel, on comprend que Goku va devoir batailler pour gagner mais surtout survivre. Goku sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur car sa prochaine mort sera la dernière. Vegeta représente une menace à vaincre sous peine que la Terre finisse ravagée, sans espoir ensuite de rejoindre Namek un jour pour ressusciter tout le monde. Vegeta paraît déjà sûr de lui, en tant que véritable génie du combat capable de s'adapter très rapidement au Kaioken de Goku, qui est même totalement dépassé au point de détruire son corps en contrepartie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que Goku reviendrait totalement cheaté de l'autre monde avec l'entraînement de Maître Kaio. On ne pensait pas qu'il trouverait déjà un adversaire aussi fort, voire plus fort que lui, rendant ses efforts presque vains. D'ailleurs, le peu de fois où Vegeta était dépassé dans le combat, il pétait littéralement un plomb pour démultiplier sa puissance grâce à sa fierté qui le galvanise comme un moteur. Il pousse ainsi Goku à se faire encore plus violence pour l'arrêter. C'est aussi la première fois qu'on voit notre héros autant dos au mur, face à quelqu'un qui nous pousse à penser que Goku va encore perdre. D'ailleurs, Goku perd ce combat face à un Vegeta bien plus résistant qui a quand même encaissé un inoubliable Kamehameha quadruple Kaioken, battant même son Kanogari, plus un Genki Dama et ce qu'il a subi en Ozaru, donnant l'impression que Vegeta était increvable pour de simples mortels. L'avantage de sa forme Ozaru a totalement détruit Goku, obligé d'être sauvé par Krillin, Gohan et Yajirobe. C'est aussi cet événement qui permet à Goku de comprendre qui il est réellement et ce qu'il a fait enfant à son grand-père, le faisant culpabiliser sur le coup malgré lui. Au moment de la fuite de Vegeta, Goku empêche Krillin d'achever le prince des Saiyajin, pensant qu'il changera à l'avenir et qu'il pourra lui-même prendre sa revanche sur lui un jour. Une notion de seconde chance et de pardon déjà introduite dans l'histoire qui va marquer Vegeta tout au long du manga et qu'on détaillera un peu plus tard. Ce qui est drôle ici, c'est que Goku le demande égoïstement en utilisant sa fierté de combattant Saiyajin, provoquant au passage la honte de Vegeta de se voir prendre en pitié et épargner, bien qu'il ait finalement remporté ce combat en 1 contre 1 initialement. Sa fierté de Saiyajin et de combat d'élite s'est retrouvée écornée comme jamais, face à des êtres qu'il considère comme inférieurs. Une fierté qui va le rendre plus fort avec un esprit combatif et une résilience importante, avec l'idée de revenir un jour pour terminer le travail. Une rivalité qui ne fait que commencer entre deux persos qui vont se tirer vers le haut mutuellement et qui va marquer à jamais l'histoire des shonen. Tu l'as sûrement remarqué, mais tout au long de leur premier combat et du manga, Vegeta démontre à Goku la différence entre un Saiyajin élevé sur Terre et un autre élevé sur la planète Vegeta, leur planète originelle. Que ce soit dans l'art du combat, le caractère et le fait d'être sans pitié face à l'adversité ou ceux qui n'ont rien demandé, les Saiyajin n'hésitent pas à tout détruire pour leur intérêt. Là où Goku, plus naïf forcément au contact des terriens, a appris à s'ouvrir davantage, développant un côté plus pacifique que sauvage. Ne devant pas se battre en permanence pour survivre ou gagner sa vie comme Vegeta, Goku a grandi avec les arts martiaux en guise de passion, lui apprenant les valeurs de la vie, le respect et le fair play. L'un était libre quand l'autre était esclave, vivant sous des pressions et obligations différentes. Des différences de situation, de culture, d'appréciation du bien et du mal et d'éducation qui vont forcément impacter le développement et l'évolution des deux personnages tout au long de leur vie. D'ailleurs, il l'appelle toujours Kakarot et non Goku, car pour lui il est insupportable qu'un Saiyajin s'abaisse à prendre un nom de terrien, à renier ses origines et qui devrait être fier de son véritable nom. Ce serait aussi intéressant de se demander comment aurait fini Goku s'il avait grandi sur la planète Vegeta. Il n'aurait clairement pas le même caractère et aurait aussi détruit des populations à travers l'univers. Mais ça, on ne le saura jamais. Vegeta expose en permanence toute la fierté de ses origines et de son statut de prince. Il répète sans cesse dès ses premières apparitions qu'il est l'élite Saiyajin, un combattant invincible ou le numéro 1 de l'univers. Un tel niveau d'arrogance et de confiance en soi qui cache aussi un lourd fardeau, à tel point qu'il s'impose tout seul tout au long de son existence d'être à la hauteur de ce statut et de son sang, car devenir fort est essentiel pour survivre et gouverner ou s'imposer. C'est ce qu'il a appris auprès de son père, le roi Vegeta. Il lui a inculqué que la faiblesse est un crime et que la force prévaut dans ce monde injuste. En tant que prince, il devait survivre
surpasser le peuple au plus vite en étant déjà extrêmement doué enfant par rapport aux autres et dépassant même carrément et très rapidement le niveau du roi. D'ailleurs vous l'avez remarqué, mais Vegeta ne s'est jamais autoproclamé roi des Saiyajin, il est toujours considéré comme le prince Saiyajin car forcément sans peuple il n'y a personne à gouverner et globalement il n'y a personne pour l'élire directement de manière légitime. Même à la mort de son père, il préfère garder ce côté de statut de prince pour justement respecter son père, sa famille, son statut et le peuple qui ne l'a pas choisi ou reconnu directement en tant que roi. Preuve que malgré sa fierté, son égocentrisme etc, Vegeta reste quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et quand même une certaine preuve de morale intéressante. Le fardeau que porte Vegeta se trouve autant dans le fait de vouloir succéder à son père et guider les Saiyajins vers le haut que dans l'esprit de vengeance qui l'anime depuis tout petit, et encore plus à l'extinction de son peuple par Frieza. Malgré leur fierté, les Saiyajins devaient travailler sous les ordres de Frieza. Imagine-toi un instant un peuple aussi confiant, n'aimant pas les ordres, obligé de courber l'échine face à un monstre sans pitié. Imagine comment tu te sentirais si en tant que peuple puissant, tu peux disparaître d'une seconde à l'autre selon le bon vouloir de quelqu'un. Finalement, c'est un peu la même chose que ce que font subir les Saiyajins aux autres peuples plus faibles qu'eux, afin de revendre leur planète et leurs richesses. Car oui, de base, les Saiyajins agissent en tant que mercenaires, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Des mercenaires finalement réduits au rôle d'esclaves apeurés face au maître de cet univers. Un sentiment d'infériorité et de puissance qui détruit Vegeta et son peuple de l'intérieur, amenant des tentatives de rébellion que Frieza voulait totalement éviter en les exterminant, au-delà de la simple menace d'un potentiel Super Saiyajin dont il avait peur. Sous sa menace, chaque Saiyajin dont le roi Vegeta et Vegeta lui-même ressentait la honte immense de ne pas pouvoir dépasser ce monstre et libérer le peuple de son contrôle. Une honte couplée à cette fierté symbolisée qui va conditionner le désir de Vegeta d'obtenir une puissance toujours plus grande, comme une obsession permanente, quitte à faire de lourds sacrifices. Se répéter sans cesse qu'il de devenir numéro 1 est aussi une manière de se motiver, de se conditionner à le devenir, quitte à nier la réalité pour progresser. Une fierté et une auto-persuasion qui vont aussi atteindre quelques limites, l'empêchant à certains moments de se remettre en question ou d'accepter l'aide et les conseils des autres, commettant parfois l'irréparable et des erreurs égoïstes comme dans l'arc Cyborg. C'est aussi une façon de ne pas oublier son objectif, d'où il vient et ce qu'il a subi, pour fuir ce contrôle insupportable de Frieza sur sa vie. Le dominé deviendra un jour le dominant, ça il en est persuadé. Sur Namek, on constate d'ailleurs les premiers éléments d'évolution de Vegeta, qui devient à partir d'ici non seulement un perso à part entière que l'on va suivre, mais aussi un anti-héros de notre histoire. Même s'il agit avec son propre intérêt, il comprend qu'au contact des Terriens et de Goku, il a beaucoup progressé. Que ce soit l'entraide ou en apprenant à masquer et sentir le ki, l'influence des autres lui permet de devenir plus fort et aussi de se montrer utile en tout point. Surtout que l'arc Namek représente un arc stratégique et d'infiltration pour se déplacer tout en évitant les détecteurs des soldats de Frieza et en récupérant les Dragon Ball. Il est nécessaire de faire des concessions et non de foncer dans le tas, en sachant mettre sa fierté de côté par moment. Vegeta montre que malgré son côté impulsif, il cache une grande intelligence pour vaincre Kiwi et Doria. Il apprend aussi à tirer des leçons de sa défaite face à Zabon, qui l'a rendu plus fort par la suite et capable de le vaincre. Il commence déjà à mettre sa fierté temporairement de côté en sachant que ça lui servira pour son plan final. Même s'il n'oublie pas de se venger, cette étape de progression est cruciale en vue d'un affrontement potentiel contre Frieza, chose qu'il souhaitait absolument éviter car il sait qu'en l'état, il n'a pas la moindre chance. Pris au piège face au commando Ginyu, il a dû collaborer de force avec Gohan et Krillin, leur apportant tout son savoir et son expérience à leur sujet. La coopération était forcément nécessaire pour survivre mais aussi pour gagner du temps. Heureusement pour eux, Goku les sauve tous dès son arrivée sur Namek et leur offre à chacun un Senzu pour se régénérer. Vegeta ne le remercie pas et va même l'abandonner face à Ginyu, en sachant que maintenant la voie est libre pour aller chercher les Dragon Ball et éliminer Jis au passage. Il n'hésite même pas à démolir Ginyu dans le corps de Goku jusqu'à ce que celui-ci regagne son corps et que l'autre finisse en grenouille inoffensive. Ici, Vegeta aurait pu achever Goku et les autres, mais son sang de Saiyajin sait que ce ne serait pas une belle victoire alors que son rival est à sa merci, contrairement à un véritable combat au maximum de son potentiel. Il va l'épargner et le soigner pour payer sa dette, tout en prenant soin d'équiper Gohan et Krillin en vue de la bataille finale qui arrive. D'habitude, Vegeta les aurait tous tués ou laissés à leur sort, mais il sait qu'ils pourront lui faire gagner du temps en cas de nécessité. Pour une fois, sa gentillesse va même lui faire défaut, car il se fait même prendre à son propre jeu, ce qui ferait même presque de la peine, tu vois. Mais c'est aussi ça la leçon qu'il va en tirer. Bien qu'ils soient inférieurs, les Terriens vont redoubler de vices et d'intelligence, chose de base qui caractérise Vegeta, qui pensait inspirer assez de crainte ou de dépendance sur le moment pour ne pas être trompé. Pendant qu'il dormait, Krillin et Gohan ont utilisé les Dragon Ball de Namek avec l'aide de Dende pour invoquer Porunga et ressusciter Piccolo, puis en le faisant venir sur la planète. 2 vœux sur 3 déjà utilisés, avec un Vegeta qui déboule en colère sans savoir qu'il faut parler en Namek pour utiliser un vœu. Vœu d'immortalité qui ne tiendra pas car le grand chef des Namek meurt en même temps, pendant que le petit Dende allait réaliser la demande de Vegeta après un temps d'hésitation. Une poisse légendaire couplée à une confiance déshonorée le temps d'un instant.
Durant l'affrontement, Vegeta est passé par tous les états et montre à quel point le personnage est plus profond qu'on ne l'imagine à la base. De l'arrogance à la peur, de la tristesse, de l'impuissance au déshonneur, il n'y a qu'un pas. Au départ, il insiste pour que Frieza se transforme après avoir fait jeu égal avec sa première forme. Malheureusement, il est vite dépassé par la forme 2, seulement battu par Piccolo fusionné avec Nail. Il n'ose même pas intervenir durant le combat car il sait qu'il n'a aucune chance. Lui qui pourtant sait se battre jusqu'au bout, même quand c'est désespéré. Autant face à Goku, Ginyu, Rikum, etc., il a toujours foncé dans le tas. Mais face à Frieza, qui le terrorise depuis tout petit, il sait que c'est peine perdue. Il voit pourtant Gohan et Krillin tout tenter malgré leur faiblesse. Vegeta désespère au point de carrément implorer Krillin de quasiment le tuer pour que Dende puisse le soigner et le faire level up. Un Vegeta obligé de demander et d'insister pour un service, et encore plus à un terrien inférieur, c'est du jamais vu. Mais il sait qu'il n'a pas le choix ici face à la troisième forme puis la forme finale de l'ennemi. En se relevant et pensant enfin devenir un Super Saiyajin pour impressionner Frieza qui en a peur, Vegeta se fait littéralement massacrer, se fait littéralement humilier, au point de pleurer de honte et de désespoir face à sa propre faiblesse et son ignorance. Surtout quand Frieza repousse sa plus forte attaque d'un simple coup de pied. Il venait de comprendre que lui, le prince des Saiyajins, sera à jamais un esclave dont il ne pourra pas briser les chaînes de lui-même. Il comprend que lui, le grand guerrier qu'il était, n'a rien de spécial et n'était pas destiné à être ce combattant légendaire, perdant pour la première fois toute envie de se battre au point de rejeter tout ce qui fait sa force, son identité, son orgueil, son honneur, sa résilience, voire lui-même, et encore plus le respect de lui-même. Un ego démesuré maintenant brisé, achevé par Frieza après qu'il ait avoué pour la première fois que Goku était au-dessus de lui, le désignant comme le véritable Super Saiyajin malgré sa naïveté, pouvant détruire son ennemi juré et lui permettre de venger leur peuple à sa place. Pleurer et implorer son plus grand rival, tout en racontant le passé de leur peuple, voilà que Vegeta s'ouvre face à la mort, cruel de vérité et de désespoir, ne pouvant assister par la suite de ses propres yeux à la victoire de son rival et à la vengeance des Saiyajins. Malgré tous ses péchés, Vegeta a été ressuscité et accueilli sur Terre sans problème. Lui qui rejette les terriens ou les autres en général, a finalement fini par se mettre avec Bulma et avoir un fils avec elle. Il semble avoir trouvé sa place sur Terre avec une seconde chance de commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Il découvre à nouveau le sens de créer une famille et d'être bien entouré, bien qu'il n'ait reçu aucun amour familial quand il était enfant. Même si on va aussi le constater, cela va mettre encore du temps avant qu'il ne l'accepte et profite vraiment de cette nouvelle vie. Dans l'arc Cyborg, bien que Vegeta retombe souvent dans ses travers, il commence doucement son évolution, acceptant petit à petit des sentiments qu'il pense inexistants chez lui, et surtout pour un guerrier. Pour lui, les sentiments rendent faible et hésitant, là où un combattant Saiyajin doit se montrer impitoyable et prêt à devenir plus fort, ne comptant que sur lui et pas sur les autres. Pourtant, il l'a constaté lui-même sur Namek. Quand Gohan se met en colère en tant que mi-terrien et mi-Saiyajin pour défendre ses amis, sa puissance se décuple. Et comme il lui a dit, c'est la colère liée à la mort de Krillin qui a transformé Goku en Super Saiyajin. Un paradoxe dans son raisonnement assez intéressant mine de rien. Vegeta sait qu'en ressuscitant, il veut éviter de vivre à nouveau l'affront de la honte qu'il a subi à Namek, ne souhaitant plus demander de l'aide à qui que ce soit et encore moins s'avouer vaincu, bien qu'au fond de lui, il ressent de la gratitude d'avoir été ressuscité et d'avoir été aidé puis accueilli. Quand Mirai Trunks apparaît pour la première fois et surtout en mode Super Saiyajin pour détruire Frieza et le roi Cold ultra facilement, puis pour les avertir du danger à venir dans le futur, Vegeta comprend qu'il est déjà inférieur à son rival Goku qui lui est devenu un Super Saiyajin, mais qu'il est maintenant aussi inférieur à un inconnu qui débarque. Déjà qu'être inférieur à une personne c'est insupportable pour Vegeta, alors imagine pour deux personnes. Il sait aussi maintenant que la légende du Super Saiyajin n'est pas destinée qu'à une seule personne et va donc chercher par tous les moyens à se transformer lui aussi pour combler son retard. Mine de rien, il y arrive par ses propres moyens, avec sa propre haine envers lui-même, lui donnant raison temporairement que son ego lui suffit à franchir des paliers sans l'aide de personne et que les sentiments pour autrui ne servent à rien. Contre ses 19 et ses 20, il va faire sa star, s'en foutant de l'aide des autres comme à ses débuts, souhaitant à tout prix montrer son individualisme, son égocentrisme et sa supériorité égoïste pendant que Goku subit sa maladie, se montrant plus arrogant que jamais et en écrasant ses 19 facilement et laissant même ses 20 s'échapper pour aller activer ses 17 et ses 18. Vegeta va même le laisser faire contre les indications de Mirai Trunks et de ses amis. Les combats vont même jusqu'à mettre en danger Bulma et le petit Trunks fraîchement né sans que Vegeta ne s'en soucie, lui qui ne se concentre que sur le combat en priorité. Une chose
chose qui va déplaire à Mirai Trunks qui n'imaginait pas son père en tout cas être aussi égocentrique et aussi taré, et surtout aussi irresponsable envers sa famille, montrant que Vegeta priorise toujours ses pulsions de guerrier supérieur avec un ego fraîchement restauré à la protection de sa famille. En plus, ce n'est pas l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps avec son fils Mirai Trunks qui semble les rapprocher de prime abord. Du moins en apparence, c'est ce que Vegeta souhaite laisser paraître ou non pour le moment, se montrant toujours très dur, distant et froid avec Mirai Trunks qui de base rêvait de connaître son père et une relation qu'il n'avait jamais connue, prouvant finalement que déception et colère comparée à sa mère bienveillante et plus chaleureuse. Comme à son habitude, Vegeta délaisse tous ses sentiments vers autrui pour laisser aller son envie de combattre ses 17 et ses 18 en priorité. Chose qu'il va très vite regretter et amèrement regretter après s'être fait massacrer devant tout le monde et en plus par une femme. Et le fait de perdre contre une femme est extrêmement important dans l'histoire de Vegeta, lui qui a souvent un comportement hautain et qui déjà considère tous les hommes comme inférieurs à lui. Alors imaginez ce qu'il pense des femmes avec un comportement et parfois des réflexions un peu misogynes, voire beaucoup. Imagine l'humiliation qu'il ressent à ce moment-là, surtout qu'il venait à peine, comme je le disais, de retrouver sa confiance en lui après plusieurs années suite à l'arc Namek et sa transformation fraîchement dévoilée, pour au final retourner plus bas que terre, lui qui accumule les défaites et lui qui est arrivé avec un ego démesuré. D'ailleurs, son arrogance de se croire trop fort pour défier n'importe qui le rattrapera encore avec celle un peu plus tard, qu'il laissera passer en forme finale après l'avoir pourtant laté sans l'achever en forme celle 2. Lui qui avait atteint le rang et qui s'était autoproclamé Super Vegeta était très vite encore une fois redescendu sur terre. Comme quoi le Vegeta qui apprenait de ses erreurs sur Namek pour évoluer et aller dans le bon sens n'a pas retenu les leçons de celle-ci dans cet arc, se laissant systématiquement aller à son orgueil de Saiyajin et d'ego démesuré, qui représente autant sa plus grande force car source de pouvoir et progression immense, mais aussi sa plus grande faiblesse causant sa perte. Un trait de caractère qu'on a retrouvé aussi chez Gohan temporairement en SSJ2 par excès de confiance quand il n'a pas voulu achever celle finale, preuve que l'origine finalement guerrière des Saiyajin est aussi impactante que désolante par moments, mais accentuée sur Vegeta car on le remarque à plusieurs moments dans le manga. Vegeta, pourtant intelligent et plus réfléchi en général, semble dans cet arc totalement dénué de raison, aveuglé par son égoïsme, fragilisé par la dure réalité. En sortant de la salle de l'esprit et du temps, il semblait redevenu confiant, à forte raison, mais le naturel revient toujours au galop, comme on dit. Heureusement pour son ego, il était KO pour ne pas voir que Trunks avait largement dépassé sa propre puissance. Trunks qui d'ailleurs n'a pas écouté les conseils de son père, en passant en mode gros muscle qui pouvait dépasser et surpasser la puissance de Cell, mais qui n'était pas la plus adéquate pour se battre pleinement car beaucoup trop lente malgré une forte puissance. Vegeta avait volontairement pas utilisé ce mode là justement pour pouvoir se battre en pleine possession de ses moyens, et prouvant que la puissance n'était pas une finalité en soi, montrant qu'à la différence de son fils, son expérience en combat est immense sans pour autant empêcher la défaite de l'un comme de l'autre. Durant les Cell Games, Vegeta n'était qu'un personnage secondaire galérant contre un Cell Junior, relégué au rang de spectateur du sacrifice de Goku, mais aussi des exploits de Gohan devenu SSJ2 et le plus fort de ce monde. Mais durant ce combat, on a pu voir des bribes d'un nouveau Vegeta sentimental qui agit cette fois-ci instinctivement, pour le meilleur comme pour le pire, galvanisé par ses sentiments pour autrui plus que son propre ego pour la première fois. Lui qui a toujours fait passer sa personne en premier lieu, lui qui a tant fauté dans cet arc et provoqué la situation dramatique dans laquelle le monde et ses amis se trouvent, il avait laissé passer sa seconde chance qu'on lui a offerte. Lui qui se sent si impuissant face au danger qui les menace, il voit même son propre fils mourir sous ses yeux, l'élément déclencheur d'un changement en lui et un sentiment de culpabilité qui va provoquer un événement qu'il ne souhaite plus jamais voir arriver. Quand Trunks se fait tuer, il devient fou de rage et pour la première fois pour quelqu'un d'autre, au point de s'emporter sur Cell bien plus fort que lui pour venger son fils. A l'époque, il n'avait pas agi contre Frieza, ou du moins il avait abandonné. Cette fois-ci, il n'hésite pas à sauter face au danger pour attaquer plus fort que lui, causant aussi la perte temporaire d'un bras pour Gohan qui a dû intervenir pour le sauver, qui aurait pu précipiter tout le monde vers la mort. Heureusement, tout s'est bien fini avec un Vegeta qui a intervenu aussi au dernier moment pour aider Gohan, et Trunks a finalement été ressuscité par les Dragon Ball, apportant une autre image de son père avec qui il a pu débuter finalement une relation plus intéressante par la suite. Même si en parlant de Vegeta, tout est relatif, bien que le respect mutuel se ressente enfin. Un événement qui lui fait aussi comprendre l'importance de la famille et de comprendre quelle est sa place. D'ailleurs, à la mort de Goku et à la fin du combat, il déclare ne plus jamais vouloir se battre car ayant perdu son rival avec qui il souhaitait se battre plus que tout au monde, et ça depuis l'arc Saiyajin. Il ne savait plus comment se motiver en temps de paix, mais l'entraînement ne s'arrête jamais quand on est un Saiyajin, que ce soit sur Terre, au paradis, en temps de guerre et en temps de paix.
7 ans sont déjà passés, et il est temps de parler de l'arc Buu montrant l'aboutissement de l'écriture de Vegeta. Les retrouvailles dans la paix avec Goku ou Tenkaichi Budokai furent de courte durée. Notre équipe se retrouve confrontée aux épreuves de Babidi et Dabra pour empêcher l'éveil de Buu suite aux informations de Kaioshin. Lors de cet arc, Vegeta va se laisser consumer par le pouvoir de Babidi, lui qui a longtemps dans son passé était un esclave et cherchait à s'en libérer. Il se laisse en partie manipuler par Babidi pour obtenir plus de puissance. Même si Vegeta avait atteint le stade SSJ2 par ses propres moyens, il savait que le SSJ2 de Goku était beaucoup plus fort que le sien et avait besoin de ce surplus pour l'égaler. Lui qui était inférieur dans l'arc Namek face à Frieza puis dans l'arc Cyborg et Cell, il ne pouvait plus tolérer ça et finalement le naturel est revenu au galop dans son esprit de fierté et de guerrier au point de se laisser contrôler à nouveau pour obtenir ce qu'il veut par tous les moyens. Pourtant Vegeta avait enfin retenu la leçon de ses erreurs et avait une vie de famille bien rangée, s'occupant de sa famille et de former au combat son fils Trunks, tout en comprenant que contrairement à lui et son passé, Trunks grandissait dans un monde en paix. Il lui laissait toute la liberté du monde de s'amuser et d'être gâté, tel un père compréhensif. Sauf que cette vie ne convenait pas à son naturel de guerrier détestant la paix car ne pouvant pas se battre ni prouver qu'il devenait le plus fort. Sans son rival parti au paradis, il n'avait plus vraiment d'objectif, à part l'affronter au Tenkaichi Budokai le temps d'un instant. Devenir Majin Vegeta et se laisser aller à ses vices au point de tuer des innocents sous les yeux de sa famille et ses amis était le meilleur moyen d'obtenir ce qu'il désirait le plus. Affronter Goku et tenter de devenir aujourd'hui le numéro 1. Car pour lui, ne pas devenir numéro 1 est un regret et quitte à ne pas le devenir, autant se battre à en mourir et commettre l'irréparable. Vegeta, en tant que personnage, est un anti-héros égoïste et impulsif qui déteste être mis au rang de numéro 2. Malheureusement pour lui, Toriyama ne l'a que trop peu fait briller sur le devant de la scène en tant que numéro 1 par rapport à Goku, au point même de voir Gohan lui passer devant et prendre davantage d'ampleur que lui. Vegeta ne devait se satisfaire que de petites victoires temporaires avant de retomber directement dans ses travers et le goût amer de la défaite. Un second rôle que le personnage lui-même n'a jamais accepté, comme s'il avait une sorte de rébellion envers Toriyama et le manga. Le combat entre deux SSJ2 était incroyable, même si Goku cachait sa puissance et son véritable pouvoir en tant que SSJ3, chose qui a agacé Vegeta quand il a appris la vérité et qui a pris ça aussi pour une humiliation et le fait que Goku se retenait contre lui. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Vegeta aurait pu devenir lui aussi un SSJ3 dans l'arc Buu. Simplement, Akira Toriyama déteste cette forme car jugée trop longue et pas évidente à dessiner. Même en animation, c'est un véritable calvaire qui va coûter beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dont les producteurs voulaient absolument s'en passer. La transformation a donc été principalement donnée à Gotenks et Goku entre un personnage fusionné et un autre qui est mort, car de base elle est trop complexe et épuisante à utiliser pour un simple mortel, comme on le voit avec Goku contre Kid Buu. De toute façon, vous l'avez remarqué, Vegeta et Goku se tirent tous les deux constamment vers le haut, avec leur ambition de devenir plus fort chaque jour, chose qui galvanise aussi les autres personnages à leur côté, même si ceux-ci sont quand même à la traîne par rapport à eux. Une ambition qui va les pousser à même vouloir dépasser le niveau des dieux en étant un SSJ God Red ou encore un SSJ God Blue, voire même en transcendant simplement l'état des humains et des dieux en devenant par exemple capable d'utiliser l'ultra instinct ou l'ultra ego, repoussant sans cesse le principe de limite et de transformation. Mais personnellement, je trouve ça très bien que Vegeta se soit stoppé au SSJ2 dans le manga, comme ça le frustre un petit peu de voir que Goku est allé un peu plus loin que lui, et même si ça paraît le laisser un peu de côté et en retrait encore une fois par rapport à Goku, il a tout de même montré entre Dragon Ball et Dragon Ball Super qu'il est capable de perfectionner chaque transformation à 100%, comme le SSJ1, le SSJ2 ou encore le SSJ Blue, rendant la transformation quasi parfaite et apportant aussi un désir de puissance qui va entraîner une perfection de lui-même afin de ne jamais être dépassé à nouveau par personne. Et c'est aussi ça la classe de Vegeta, c'est son côté perfectionniste. Mis à part tout ça, il a fini par comprendre son erreur qui a provoqué le réveil de Buu et qui a une nouvelle fois mis en danger le monde. Comme dans l'arc Cell, il avait merdé, mais cette fois-ci, il décide d'aller régler ça de lui-même. Assommant Goku totalement en traître, il arrive face à Buu, désirant non pas se battre pour son propre désir, mais pour sauver le monde sous les yeux de Piccolo et de son fils. Fils qu'il prit dans ses bras une dernière fois et à qui il avoua son amour paternel avec un discours touchant avant de lancer son ultime sacrifice qui restera dans les mémoires. Il avait enfin réussi à transmettre quelque chose à son enfant que lui-même n'avait jamais expérimenté, s'ouvrant petit à petit aux sentiments tel un véritable terrien et non comme un véritable guerrier, prouvant la véritable évolution de Vegeta tout au long de ce manga, même si certaines remises en question arrivent il est vrai un petit peu tard. Trunks. 彼方に超戦士は消えた。
Malgré son égoïsme, son orgueil et ce qu'il est, on sent que le personnage comprend face à la mort tout ce qu'il a perdu, et ça on le comprend toujours trop tard. Ce sentiment d'être accepté, entouré, aimé, même s'il ne l'avoue pas, il en est heureux. Le regret de ne pas en profiter prend le dessus sur le vice et son ego. Son action finale pour se racheter lui offrira même une nouvelle opportunité un peu plus tard. Gracié par les cieux et conscient qu'ils ont besoin de lui sur l'instant, il reviendra sur Terre pour combattre Goku contre toute attente, acceptant même de fusionner avec son plus grand rival, malgré un refus initial mais obligatoire pour le bien de tous, faisant passer le bien commun avant son propre ego. En tout cas, tout ça a été nécessaire afin de vaincre Buan, un Buan qui est devenu par la suite Kid Buu, qui détruisit la Terre et tua son fils sous ses yeux. Un désespoir de courte durée avant l'ultime combat où il montre une force de résilience, de sacrifice et acceptant son second rôle, comme on ne l'imaginait pas, nous offrant aussi au passage durant le combat de Kid Buu contre Goku et SSJ3, l'un des plus beaux discours d'un personnage envers son rival et surtout en tant que anti-héros, déclarant Goku officiellement comme le numéro 1 devant lui, s'avouant vaincu pour de bon. Tiens bon, Kakarot, tu es le plus grand des guerriers. Finalement, Vegeta, considéré de base comme un personnage antagoniste pur et dur et rival de Goku, incarne le parfait anti-héros, un perso de plus en plus nuancé qui évolue énormément tout au long du manga. Un personnage qui a su dompter sa fierté, accepter sa nouvelle vie au détriment de l'ancienne, et se forger une place dans un monde qu'il rejetait. Malgré ses erreurs, il s'est battu pour se racheter et s'offrir une seconde chance. Tout ça pour mériter le pardon qu'on lui avait accordé, en étant un personnage au grand cœur et au grand caractère. Un personnage qui a appris le concept d'humanité et de famille, mettant de côté son égoïsme pour le bien de tous. Un très grand personnage, inspirant, qu'on n'est pas prêt d'oublier.